Bonjour et bienvenue à ce webinaire offert dans le cadre du programme de Healthcare Excellence Canada, Excellence en Santé Canada, qui s'appelle Impulser le changement dans l'utilisation appropriée des antipsychotiques. Ce programme vise à aider les établissements de soins longue durée à travers le Canada pour améliorer l'utilisation appropriée des antipsychotiques grâce à des soins centrés sur la personne. Je m'appelle Johanna Bourque et je suis responsable de programme au sein de l'équipe des programmes d'innovation en santé chez Excellence en Santé Canada. Nous sommes donc heureux d'offrir un service d'interprétation simultanée en français car la session du jour sera en anglais. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner français dans le menu d'interprétation au bas de votre écran. Nous vous invitons à partager vos questions et commentaires à tout moment pendant le webinaire en anglais ou en français en les saisissant dans le clavardage. Nous répondrons à autant de questions que possible pendant la session questions-réponses à la fin du webinaire. Si vous avez besoin d'aide à tout moment, veuillez contacter notre assistance technique à l'aide de la fonction de clavardage. Cette session est enregistrée et l'enregistrement sera disponible dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube et sera également publié sur notre site web dans quelques jours. Prochaine diapositive. Je voudrais tout d'abord préciser que je me joins à vous depuis Whitby, en Ontario, sur le territoire traditionnel des Mississaugas, de l'Iksugug et des Premières Nations des traités Williams. Excellence en Santé Canada est situé à Ottawa, sur les territoires traditionnels du peuple Anishinaabe et compte des employés partout dans le pays. L'ESC honore des territoires traditionnels sur lesquels vivent nos employés et nos partenaires et nous soutenons le cheminement vers la vérité et la réconciliation. Je vous invite à partager qui vous êtes et de vous connecter dans la boîte de clavardage. Prochaine diapositive. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, l'ESC est un organisme sans but lucratif financé par Health Canada, Santé Canada. Nous collaborons avec divers organismes à travers le pays afin de diffuser les innovations, de renforcer les capacités et de catalyser les changements politiques qui améliorent la sécurité et la qualité des soins de santé. Prochaine diapositive. Je tiens à remercier nos organismes de soutien qui continuent à promouvoir le programme Impulser le changement et à examiner les candidatures au prix. Prochaine diapo. Les objectifs du webinaire d'aujourd'hui sont les suivants: d'explorer les messages clés de la Semaine canadienne de la sécurité des patients. Nous voulons discuter des outils de sécurité dans le domaine des soins de santé, entendre quelques exemples de sécurité dans les soins dans les soins de longue durée, partager des réflexions sur le maintien des gains en matière de sécurité des résidents et enfin répondre à vos questions dans la section questions-réponses. J'ai donc le plaisir de vous présenter nos intervenantes aujourd'hui. Anne McLaren, qui est responsable principale de programme chez Excellence en Santé Canada. Elle est chargée de promouvoir la sécurité des patients en soutenant des initiatives telles que la Semaine canadienne de la sécurité des patients et Repenser la sécurité des patients. Anne est titulaire d'une maîtrise en sciences infirmières de l'Université Dalhousie et possède 20 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité et de l'amélioration des soins médicaux. Au cours de sa carrière, elle a notamment géré les campagnes canadiennes des soins de santé plus sécuritaires et l'hygiène des mains, et elle a planifié et mis en œuvre des projets de mesure et de surveillance sur la sécurité au Canada, ainsi que des projets de démonstration et d'amélioration de la sécurité. Christina Denisek était cadre supérieur. Elle est maintenant à la retraite dans le domaine des soins médicaux. Elle possède plus de 30 ans d'expérience à des postes de direction, notamment à la tête d'établissements de soins longue durée aux soins de la Saskatchewan Health Authority. Elle est titulaire d'une licence en administration, d'une maîtrise en administration publique, d'un titre de cadre certifié en santé et est professionnelle agréée en ressources humaines. Tout au long de sa carrière, Christina a dirigé diverses équipes dans le cadre de la stabilisation, de la transition et de la transformation et de l'innovation dans le continuum des soins. Ses collègues la décrivent comme une leaduse visionnaire engagée en faveur de soins sûrs, de haute qualité et axés sur les résidents et les familles. Le leadership de Christina a été reconnu à l'échelle nationale, notamment par des prix pour les meilleures pratiques en matière de sécurité et de qualité, la co-conception avec les patients et les familles et le prix national de mentorat du CCHL. Elle apporte son expérience vécue dans la mise en place de changements au niveau du système, la promotion de la culture du personnel et le renforcement des environnements de soins en mettant l'accent sur des soins sûrs et accès, encore une fois, sur les patients et les familles.
Christina continue de servir ce secteur par le biais du bénévolat professionnel, du coaching, du mentorat et de consultations sélectives. Nous sommes également aujourd'hui rejoints par notre coach et conseillère ESC, Julie Weir. Julie a plus de 20 ans d'expérience en soins infirmiers et est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en soins infirmiers de l'Université du Nouveau-Brunswick, où elle a également enseigné. Elle a travaillé dans les secteurs des soins aigus et des soins longue durée et a passé beaucoup de temps à travailler au niveau provincial avec l'Association des maisons de soins infirmiers du Nouveau-Brunswick. Au cours de cette période, Julie a dirigé plusieurs initiatives d'amélioration de la qualité à l'échelle provinciale. Julie est actuellement présidente élue du conseil d'administration de l'IPAC Canada, ainsi que directrice clinique des opérations, du flux des patients et des soins ambulatoires chez Horizon Health. En plus de travailler avec l'ESC en tant que coach pour plusieurs initiatives, elle est l'une des co-responsables des loins de son longue durée chez Choosing Wisely Canada. Une fois encore, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions dans le clavardage tout au long de la présentation. Et donc, sans plus attendre, je cède la parole à Anne. Voilà, désolée, j'arrivais pas à enlever ma surdine. Bonjour. Merci pour cette introduction très aimable. Je suis simplement en train d'ajuster mon écran. Un instant, s'il vous plaît. Pardon. J'ai trop d'écran. Très bien. Désolée, je ne vois pas bien mes diapositives. Je reprends encore un instant pour essayer d'arranger tout cela. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette introduction très aimable et je voudrais aussi renforcer le fait que c'est un réel privilège de vous recevoir, d'être ici aujourd'hui avec vous pour parler de la sécurité des patients. C'est l'un de mes sujets favoris. Comme on l'a mentionné, je m'appelle Anne McLaren et je vous retrouve aujourd'hui du territoire non cédé des Mi'kmaq Premières Nations ou bien l'île de Prince Albert. Je suis donc responsable principale dans l'équipe à Healthcare Excellence Canada, donc l'ESC. Donc, si vous n'avez pas entendu, on va passer à la prochaine diapositive. En fait, la Semaine nationale de la sécurité des patients vient de passer et c'est une campagne annuelle qui fédère autour d'un objectif commun, rendre les soins et les services de santé plus sûrs pour tout le monde. Prochaine diapositive. Donc, le thème de cette année, c'était des soins plus sûrs portés par toutes les voix. Et même si cette semaine s'est terminée, nous encourageons quand même la participation. On aime dire que la sécurité n'a pas lieu seulement une semaine dans une année. On essaye vraiment de renforcer les messages toute l'année. Donc, merci à tous. À toutes et à tous pour cette invitation, pour que nous puissions essayer de toucher plus de monde avec notre message. En fait, pour nous, nous essayons vraiment d'écouter de manière plus approfondie et de poser plus de questions et d'essayer vraiment de passer à l'action ensemble. Donc, pour ma partie de la présentation, je voudrais vous parler surtout de 4 messages clés par rapport dans le cadre de notre campagne de la Semaine nationale de la sécurité des patients. Ces messages nous indiquent comment nous pouvons contribuer pour des soins médicaux de meilleure qualité. Le premier message que je voulais vous présenter, c'est que les taux de préjudice liés aux services de santé sont encore bien trop élevés. Et malheureusement, nombreuses voix restent vraiment encore absentes des discussions qui influent sur la sécurité des soins. Et elles sont cruciales pour essayer d'œuvrer en cette faveur. Prochaine diapositive. Donc, pour commencer, je voudrais explorer la magnitude et l'étendue des préjudices involontaires liés aux services de santé parce que comprendre la portée du problème peut nous permettre de passer à l'action et de faire le changement. Prochaine diapositive. Donc ici, sur l'écran, il y a une liste des préjudices physiques qu'on peut voir de manière courante en soins à longue durée. Voici la liste. Il y a délirium, les chutes, les plaies de pression, les erreurs de médication,
les événements indésirables médicamenteux, les infections associées aux soins de santé. Est-ce que ce qui peut vous paraître plus familier ici, c'est la surutilisation des antipsychotiques? Donc, ma première question pour vous aujourd'hui, et je voudrais vous inviter à utiliser la boîte de clavardage. Je voudrais vous demander si vous pouvez réfléchir à d'autres exemples par rapport aux préjudices physiques. N'hésitez pas à les exprimer, surtout ce qui est présent dans vos établissements à vous. Je vais voir si je peux ajuster mon écran pour que je puisse voir la boîte de conversation. Oui, je vois ici la négligence. Oui, c'en est un, exactement. Problème entre les résidents, problème lorsque les résidents s'étouffent. Il y en a un autre que j'avais en tête. C'est, également quand, les patients ou les résidents s'enfuient de l'établissement. Oui, oui, on voit ici, problème de peau et cetera. Donc bon, les préjudices physiques ne sont pas non, sont assez courants, dans les soins longue durée. Donc je voudrais commencer je voudrais continuer, pardon, mais n'hésitez pas à continuer la conversation dans le boîte de clavardage pour qu'on puisse, continuer d'apprendre les uns des autres. Donc, continuons notre exploration des préjudices médicaux. Je voudrais vous apprendre un petit peu la portée de cela. On voit, par exemple, que les événements indésirables dus à des soins non sécuritaires sont probablement l'une des 10 principales causes de décès et d'invalidité dans le monde. Au Canada, au moins 1 dollar canadien sur 7 est dépensé pour gérer les effets des préjudices subis par les patients et patientes dans les hôpitaux. Les pratiques non sécuritaires et les erreurs liées à la médication sont une cause majeure de préjudice évitable dans les systèmes de soins de santé partout dans le monde. Ce n'est pas seulement une question au Canada. Et la recherche montre que plus de la moitié des préjudices subis dans les établissements de soins longue durée sont évitables et que plus de 40% des admissions à l'hôpital provenant de tels établissements le sont également. Si on passe à la prochaine diapositive, lorsqu'on explore cela, on sait que l'égalité a une grande importance. Le travail que nous avons fait à l'ESC avec ICIS également, c'est que nous avons publié un rapport l'année dernière. C'est que le risque d'être victime d'un préjudice n'est pas le même pour tous. Donc ici, il y a nous savons par exemple que les personnes qui ne parlent pas anglais ou français sont plus susceptibles d'avoir des préjudices. Et les personnes qui n'ont pas eu d'enseignement supérieur peuvent également être susceptibles d'avoir plus de préjudice. Ainsi, l'égalité est vraiment importante. L'égalité est vraiment importante. Et bien évidemment, nous devons écouter toutes les voix pour pouvoir améliorer cela. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, nous avons ici notre deuxième message clé pour la journée. C'est en intégrant toutes les perspectives, y compris celles qui sortent des rôles traditionnels liés à la sécurité, nous pourrons approfondir notre compréhension des préjudices, bousculer les idées reçues et développer des solutions porteuses de changement ensemble. Donc, les personnes qui ont participé à la semaine canadienne pour la sécurité des patients l'année dernière, et ceux qui nous ont suivis depuis, on essaye d'élargir nos connaissances par rapport aux préjudices médicaux. Et par rapport aux faits que j'ai déjà partagés, cela vient seulement refléter les préjudices physiques. Mais nous savons que cela va bien au-delà que les préjudices physiques. Il y a par exemple les préjudices psychologiques, sociaux et spirituels. Et sur ce diagramme ici, vous avez quelques informations pour élargir notre compréhension des préjudices. Le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est que la personne qui subit ce préjudice est toujours la meilleure personne qu'il faut écouter pour entendre ce qu'ils ont vécu et c'est la meilleure personne pour définir et décrire ce préjudice. Donc, une deuxième question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez
réfléchir à quelques exemples de préjudices non physiques qui peuvent avoir lieu dans les établissements de soins longue durée. Je vois qu'il y a quelques messages, dépression, d'être trop sédaté. Et bien sûr, stress, les sédations excessives. Oui, tout à fait. Et nous savons que lorsque le préjudice a lieu, ce n'est pas seulement un type de préjudice. Par exemple, si quelqu'un chute, on voit tout de suite la portée physique. Mais cela peut également mener à des préjudices psychologiques, par exemple la peur. Cela peut lier ensuite, mener à l'isolement, pardon. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est bien la personne qui subit le préjudice qui doit définir ce préjudice. Donc, je vous invite à essayer d'approfondir un petit peu votre compréhension de tout cela pour essayer de reprendre, eh bien, l'individu et de voir ce que cela veut dire vraiment pour lui ou pour elle. On va passer à la prochaine diapositive. Donc, encore une fois, pour élargir notre compréhension, on sait que ce ne sont pas seulement les patients qui subissent des préjudices, on sait également que le personnel et nos partenaires de soins peuvent également subir des préjudices lorsqu'ils délivrent des soins. Et on sait que la sécurité des patients et la sécurité du personnel sont interreliées. Il y a énormément d'articles qui mettent en lumière cette relation, cette connexion. Tout d'abord, la santé physique et émotionnelle du personnel favorise des soins de qualité et vice-versa. Être en mesure de se fournir des soins de grande qualité favorise la santé du personnel. Le personnel qui a une bonne opinion de la sécurité au travail a aussi tendance à avoir de bons scores relatifs à la culture de la sécurité des patients. Mais en contraste avec cela, souvent, lorsqu'il y a une mauvaise opinion de la sécurité du travail, cela cause bien évidemment plus de préjudice. Des études ont montré une relation entre un faible score relatif à la CSP et une augmentation des blessures subies par le personnel. Plusieurs études ont observé une corrélation entre l'épuisement professionnel du personnel de la santé et la perception de faible niveau de sécurité des patients. Et une CSP positive est liée à des niveaux élevés d'engagement du personnel et à l'évaluation positive par les employés de la qualité des soins fournis par leur équipe. Ainsi, passons au prochain message. Lorsque toutes les voix sont entendues, les soins et services de santé deviennent plus sûrs, plus inclusifs et plus efficaces pour tout le monde. Prochaine diapositive. Comment est-ce qu'on peut améliorer les soins de santé? On travaille déjà sur ça depuis plusieurs années et malheureusement, nous n'avons pas encore atteint le niveau de succès que nous voulions. Pourquoi? Eh bien, nous essayons vraiment de mettre le système médical au défi pour améliorer cela. Et donc, une des grandes tendances qu'on essaye de partager ici, c'est que l'absence de préjudice ne suppose pas la présence de la sécurité. Même si le préjudice, bien sûr, fait partie de la conversation sur la sécurité, si on se focalise trop sur le préjudice, cela ne donne pas vraiment une vision globale de la sécurité. Et dans l'histoire, si on se focalise seulement sur la prévention des préjudices, ce n'est pas assez pour avoir les soins de santé de meilleure qualité et plus sécures que nous voulons, que nous souhaitons. La prochaine diapositive ici, nous avons un concept clé ici. C'est que nous devons trouver un équilibre entre prévenir les préjudices et favoriser la sécurité. Prochaine diapositive. Donc ici, il faut donc se reposer sur une culture solide de sécurité des patients partout dans notre système de santé. Prochaine diapo. Donc ici, prenons un instant pour explorer eh bien, par rapport à notre personnel. On peut regarder quelques défis, par exemple, par rapport à la culture de sécurité des patients. Donc, il y a eu un rapport en 2000
22 par rapport à l'OCDE indiquait que 40% des membres du personnel hospitalier estiment que les niveaux de dotation dans le milieu de travail permettent d'assurer la sécurité des patients. Moi, je sais bien que vous êtes bien d'accord avec tout cela. C'est quelque chose qui a fait l'actualité et c'est bien évidemment quelque chose de visible tous les jours. Mais si on regarde les établissements de longue durée plus spécifiquement, on voit qu'à l'heure actuelle, le fait de pouvoir compter sur un personnel de santé suffisant et adéquatement formé représente l'un des enjeux les plus pressants dans le domaine des soins longue durée. Ainsi, les pénuries de personnel ne sont pas le seul problème. La- les études montrent qu'il y a souvent un grand manque d'harmonisation entre les services fournis par les établissements de soins longue durée, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes des personnes qui les fournissent. Si vous voulez en apprendre plus sur cela, je peux vous donner bien évidemment les sources vers ces deux rapports de l'OCDE. Donc maintenant, par rapport à l'opinion du personnel de santé sur la culture de sécurité des patients, 52% des employés et employés d'hôpitaux interrogés estiment que le personnel n'hésite pas à signaler ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les patients et à remettre en question les personnes qui ont davantage d'autorité. Par rapport à ces données, nous pouvons voir que le Canada a 20% du personnel qui se sent à même de faire remonter les problèmes. Ça, c'est une source d'inquiétude très importante. C'est un défi pour nous. Et donc, par rapport à votre travail, à vous, quotidien, je vous invite vraiment à réfléchir à votre culture de la sécurité des patients. Est-ce que cet indicateur est vrai pour vous? Est-ce que vous et votre équipe vous sentez vraiment à même de faire remonter les problèmes, de parler des problèmes? On essaye aussi, bien évidemment, d'aller plus loin, de réfléchir directement à des solutions pour pouvoir améliorer cela. Comment pourrions-nous améliorer la confiance? Quels sont le type d'étapes, le type de choses que vous pouvez mettre en place pour que le personnel se sente vraiment à même de parler des problèmes? Pour les personnes qui travaillent et qui étudient ce domaine, il y a certains éléments pour résumer tout cela de ce qu'on peut faire. Par exemple, il est important que le personnel de tous les échelons se sente habilité à communiquer les problèmes de sécurité. Il est important également de créer des solutions les patients et leurs familles pour pouvoir améliorer les soins. Et mon dernier message clé ici, dans le cadre de la Semaine nationale sur la santé des patients, je pense qu'il est important que tout le monde, donc tout rôle, les communautés et tout milieu de soins confondus, soient invités à contribuer pour rendre les soins plus sûrs. Dernière diapositive. Donc, en 2023, nous avons introduit ce concept de repenser les soins et la sécurité des patients au sein de cette semaine. Et vous pouvez voir ici notre guide qui parle de repenser la sécurité des patients. C'est un guide à l'intention des patients, des prestataires de soins et des leaders de santé. Et voilà ici notre déclaration générale. Elle est très puissante. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans la sécurité des patients. Ensemble, nous devons tirer des enseignements et agir pour rendre les soins plus sûrs et diminuer toutes les formes de préjudice liées aux soins de santé. Prochaine diapositive. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger votre copie pour vous familiariser avec le contenu de ce guide. Vous pouvez regarder les questions de discussion pour pouvoir guider des conversations basées sur la sécurité. Et il y a une page ici, c'est la page 6. Cela vous donne des recommandations pour pouvoir passer à l'action dans vos établissements respectifs. Donc, on va aussi passer les prochaines diapositives parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Oui,
continuer à avancer. Oui, 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 merci. Je crois qu'il en reste encore deux. Voilà, on va s'arrêter ici. Comme j'ai mentionné avant, l'une des questions les plus courantes que j'obtiens, c'est comment créer plus de sécurité. Donc ici, sur votre écran, vous voyez une liste d'activités que nous savons peuvent participer à améliorer la sécurité. Dans quelques minutes, je vais rendre la parole à Christina qui a participé euh, dans une de nos collaborations au cours des dernières années. Et elle a également agi en tant que coach pour partager ses bonnes pratiques. Elle a donc des expériences de la vie réelle et elle a été vraiment témoin de l'impact positif que cette approche a pu avoir sur la sécurité des patients et des résidents et leur expérience également. Prochaine diapositive. Donc, avant de donner la parole à Christina, je voudrais mettre en lumière ici une nouvelle activité que nous avons créée en tant que au sein de la semaine nationale sur la sécurité des patients. C'est la célébration des gestes quotidiens pour la sécurité des soins. Cette activité est une invitation pour tout le monde ici pour reconnaître, partager et célébrer les réussites. Je voudrais maintenant conclure en vous invitant à terminer cette phrase. Une action concrète pour des soins plus sûrs, c'est utiliser le clavardage, s'il vous plaît, participer. Vous pouvez essayer de participer sur cette phrase. Une action concrète pour des soins plus sûrs, c'est pour vous. Et en fait, cela nous permet de célébrer toutes les différentes actions de sécurité qui peuvent améliorer les soins de santé. C'est à vous, Christina. Bien évidemment, j'espère vous voir participer dans la boîte de clavardage. Oui, on peut voir le langage corporel, par exemple. Oui, tout à fait. On peut continuer à participer et je vais vous redonner la parole, Christina. Merci beaucoup. Ah, je n'ai pas réussi à activer mon micro. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Anne pour la présentation. C'était vraiment très intéressant. Et merci également Johanna pour ma présentation. On peut passer à la prochaine diapositive et encore une. Voilà. Je voudrais faire une petite pause ici. Vous partagez une citation. Il y a quelque chose que je ne sais pas et le savoir peut tout changer. Devrais vous dire une chose en tant que leader, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est un travail difficile, cela fait travailler vraiment l'humilité, c'est un travail vraiment ardu et par rapport à mon propre parcours, j'ai dû m'arrêter et pour réaliser que même par rapport à mon apprentissage au sein des dernières décennies, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas, mais dès que je savais quelque chose, eh bien, cela pouvait tout changer. Donc, je voudrais vous encourager, toutes et tous, de vous avancer toujours avec le fait de ne pas savoir. Cela vous permet de poser plus de questions. Cela vous permet de poser des meilleures questions. Avoir cette approche où on a l'impression qu'on ne connaît pas les choses, qu'on ne connaît pas le sujet, vous permet de participer à cela. Parfois, on devient aveugle car on a trop l'habitude de faire quelque chose. Et donc, quand on arrive à changer cela, de se placer dans la position de la personne qui ne sait pas, cela peut être vraiment incroyable. On arrive à voir beaucoup plus de choses. Prochaine diapositive. Anne a dit, effectivement, j'ai eu l'occasion et le privilège de travailler avec son équipe au SexCash chez One et je sais qu'il y a beaucoup de vous ici, de mes collègues, et c'est vraiment toujours un plaisir de vous voir. La
chose la plus difficile souvent, c'est de commencer. Parfois, on y réfléchit trop. On se dit comment je vais faire ça, comment je vais commencer, etc. En fait, je voudrais vous dire simplement de commencer, de passer cette première étape, de faire ce premier pas. On a voulu commencer de manière très simple et notre directrice Danielle a été vraiment très efficace. On avait des grandes pages sur le mur, rien de spectaculaire ici. C'était très simple. Et cela a commencé à stimuler un peu la curiosité du personnel. Et il est toujours, il- vous allez obtenir du silence et c'est tout à fait OK. Donc, acceptez ce silence. Faites preuve de vulnérabilité. Donnez des exemples. Racontez votre histoire. Posez des questions réfléchies et faites une pause. Laissez s'installer le silence. Prenez le temps d'explorer. Demandez des éclaircissements. Il est important d'indiquer également qu'il n'y a pas de mauvaises questions ou de mauvaises réponses. Entretenez cette discussion. C'est vraiment clé ici. Il faut que les choses restent en question ouverte, en réponse ouverte, pour que la conversation puisse continuer à avancer. Faites participer le plus grand monde, faites preuve d'inclusivité, faites évoluer la discussion et faites preuve d'intuitivité aussi, d'intuition. Regardez autour de vous, utilisez votre intelligence émotionnelle et reconnaissez que peut-être les personnes là subi en fait du préjudice. Peut-être qu'ils ont des histoires de traumatisme et peut-être qu'ils ont besoin de soutien avant de pouvoir eh bien parler de cela. Je voudrais aussi ajouter, et j'ai vu qu'il y a aussi des directeurs et directrices dans le clavardage, et oui, tout à fait, il s'agissait donc de commencer avec ces pages. Et nous y voici. Cette image est très puissante et je voudrais vous signaler quelque chose. Je pense qu'on n'a que 5 membres du personnel ici tous ensemble et les pages sont encore assez vides. C'est difficile de lancer la conversation. Il faut être patient. Ça va prendre un moment pour que les personnes commencent. Il faut créer, disons, une sûreté psychologique si ça n'a pas encore fait partie de la conversation. Et parfois, ça prend du temps. Il faut créer de la confiance. Et donc, c'est parfaitement normal de prendre ce temps. Mais je veux quand même dire qu'il ne faut pas abandonner et il faut continuer. Puis aussi, si vous faites un zoom, en fait, la seule chose sur laquelle on a eu des commentaires, en fait, à ce moment-là, c'est les préjudices physiques, hein. Et c'est normal parce que plus on apprend sur ça, c'est qu'il faut être en mesure d'identifier qu'il y a beaucoup de différents types de préjudices, hein. Il y a le préjudice physique, mais il y a d'autres types de préjudices qui viennent avant ça. Et en fait, donc le préjudice physique peut venir avant. Il peut y avoir d'autres préjudices qui viennent avant. Donc en fait, la sûreté physique, ça doit être vraiment ancré sur les conversations. Donc j'ai j'ai pris un moment pour signaler vraiment un membre de la famille. On a invité un membre de la famille qui voulait participer. Elle nous a abordé, mais on a dû l'aborder et vraiment l'accepter et tout le monde contribue réellement à la sécurité. Toutes les voix comptent véritablement. Tout le monde a une histoire et une perspective et souvent une connexion très profonde à ce qui a pu se passer. Vous savez,
souvent, on a uniquement inclus ce qui est évident dans la conversation, l'équipe de soins, c'est évident et leurs voix sont importantes. Mais il y a beaucoup d'autres voix qui peuvent également contribuer à ce qui a pu se passer. Et je me souviens de visiter un foyer de soins à Saskatchewan et j'étais là et l'équipe, les fournisseurs de soins étaient tous ensemble à discuter de ce qui s'était passé ce matin par un résident. Et il y avait beaucoup d'idées et discuter de ce qui avait pu être, disons, la cause. Et tout à coup, une petite voix, on entend quelqu'un dire la poubelle a été bougée. Et on s'est arrêté et en fait, c'est la personne qui s'occupait des services environnementaux qui était en train de passer et qui a dit, bah, moi, je suis rentrée dans la salle, dans la chambre et la poubelle avait été bougée et cette personne, ce résident, il aimait vraiment avoir la poubelle dans un certain endroit et en fait, dans son effort pour aboutir à la poubelle. Et en fait, ça, on a reçu une idée qui était très simple, qui est très très facile. Et donc, ce renseignement est venu de quelqu'un qui, en fait, fait partie de l'équipe de soins et qui souvent n'est pas inclus. Et l'autre chose que je voudrais signaler dans cette image, c'est que il y a plus de personnes dans ce groupe et on a des personnes qui se réunissent pour avoir davantage d'opinions. Voilà, on peut parler, on peut lancer la conversation sur la sûreté et sur les types de préjudices. Et il faut vraiment continuer à le faire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, je voulais vous montrer ceci également. Ici, on a trois types de préjudices. Et ça a beaucoup grandi, disons. Et ça n'a pas eu lieu après la première conversation, ça n'a pas eu lieu après la première semaine. On a dû être persistant, on a dû être, on a vraiment du coup persévérant. Et vous voyez ici, il y a des petits points par là, et ça, c'est les choses qui ont été répétées par d'autres personnes qui avaient observé que les mêmes choses avaient lieu. Et je pense que la puissance ici, c'était le facteur de rester dessus. Il y avait plus de personnes qui se joignaient à nous et ça a commencé à grandir et on a appris beaucoup de ça. Parfois, la sécurité, c'est des choses très petites, mais qui font beaucoup de différence. Diapositive suivante. Alors, je voulais vous parler un peu. Là, je vais juste dire qu'on sait tout cela, mais je voudrais le répéter parce que les clients et leurs familles à vos côtés, c'est très, très essentiel parce que euh, parfois on n'a pas été tellement bon à les avoir, mais il faut commencer avec eux et avoir l'intention d'être avec eux et il faut co-concevoir avec eux. Il faut pas les amener après. Euh, Souvent on peut les amener et dire bon on a préparé ça, est-ce que vous pouvez réviser? Et vous savez, en fait, j'ai eu un patient qui m'a dit une fois, en fait, si on avait travaillé avec vous dès le départ, ça aurait été différent. Et en fait, c'est vrai. Moi, je dirais qu'il faut chercher la diversité, il faut chercher à être inclusif. Les voix doivent vraiment refléter les personnes que l'on servons et surtout les personnes qui ont déjà subi des préjudices, qui sont pas heureux avec les soins, quand il y aurait pu avoir des améliorations. En fait, c'est les voix les plus importantes à écouter. Et je dirais aussi qu'il faut définir les rôles. Il faut demander aux patients, aux patientes, aux familles, aux partenaires. Les partenaires, les familles, ils ont été avec nous 125% et c'était leur attente et c'était vraiment ce qu'ils souhaitaient faire et on était tellement heureux de les recevoir de cette manière et donc il faut s'assurer que vous comprenez ça et il faut demander.
Parce que parfois, ils n'ont pas envie de le faire et donc il faut pas assumer tout de suite. Et il faut aussi confier, et les respecter, leur faire confiance et les respecter, leur donner l'autonomie de choisir ce rôle. Par exemple, je dois dire que souvent leurs contributions ont été tellement importantes. On peut leur dire que souvent ils ont d'excellentes idées, mais parfois il faut dire que on peut leur dire d'autres choses qui seraient très très importantes, et c'est important de savoir. Donc, on veut pas qu'ils soient juste là. Ils doivent être nos partenaires et avancer avec nous, main dans la main. Donc, il faut leur donner un soutien, il faut leur expliquer, il faut clarifier. J'ai écouté beaucoup de choses cette semaine, mais en fait, on a beaucoup de jargon dans les soins de santé. Il y a beaucoup d'acronymes et parfois, quand on les utilise, on pense que tout le monde devrait le comprendre. Mais en fait, c'est pas le cas et il faudrait s'assurer que il faut peut-être s'arrêter un petit peu ou y ralentir. Et il faut aussi écouter, écouter, écouter. Il faut pas sous-estimer la sagesse et l'intelligence et les renseignements que nous allons recevoir. Et je dirais aussi qu'en tant que leader, il faut montrer par l'exemple. Et je veux juste te dire ça, toute cette procédure, tous les apprentissages, m'ont vraiment fait comprendre que j'avais beaucoup de choses à apprendre. C'était difficile de regarder dans le miroir et de dire en fait il y a encore beaucoup de préjudices qui ont lieu. Ça fait longtemps que je suis dans le système et clairement je fais partie du problème. Et tout ce qu'on a, comme on a fait les choses jusqu'à présent, bah ça marche pas. Donc il faut vraiment essayer de faire des choses différentes. Il faut être curieux et il faut être transparent. On est tous des êtres humains et tout ce qu'on fait, ça va pas toujours marcher, mais il faut continuer d'essayer et c'est difficile, c'est vraiment difficile. Et c'est aussi difficile à écouter et enfin, ce qu'on doit entendre. Et pardon, je regarde mes notes. Est-ce qu'on peut changer de diapo, s'il vous plaît? Donc, vous savez, moi, je voudrais juste signaler quelques petites choses. En fait, quand je pense aux choses quand je pense au cadre de surveillance qu'on a, je pense à mon rôle dans les soins de longue durée, et je pense aux choses globales. En fait, mon rôle, c'est pas drôle en fait, hein. On dirait que je suis dans une mission de culpabilité, d'assumer le mal. Et en fait, c'est très dur. Mais lorsqu'on ouvre notre cœur, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment s'ouvrir et penser à comment faire les choses différemment. Donc, moi, je vous présente un challenge parce que lorsque j'ai appris, c'est que ce que j'ai appris, c'est que quand on est le plus mal à l'aise, c'est quand on a le plus de moments d'apprentissage. Et moi, je peux vous dire que quoi qu'il arrive, je vous garantis que tout le monde a, s'est senti à un moment donné qu'on est pressé. Et en fait, il faut prendre le temps d'avoir des conversations. Et ça fait partie de notre travail quotidien, en fait, d'en parler, d'avoir les conversations. Et je pense qu'on n'en parle pas assez parce qu'on pense que les choses devraient être euh, déjà là, mais en fait, euh, mais c'est pas une évidence. Je pense qu'on n'est pas, je sais qu'on n'était pas déjà en train de regarder comment on pouvait vraiment s'assurer que la sécurité soit déjà présente. Donc il faut juste commencer. Il faut lui donner un espace. Il faut s'engager à la conversation et on doit s'occuper de cela. On a entendu euh, le personnel dit, ouais, ouais, on a dit oui, oui,
On a entendu ça, il faut être tenace. Il faut pas juste être la mode du moment. Il faut vraiment être tenace. Et tout le monde va à participer. Il faut engager tout le monde dans la conversation. Il faut utiliser une définition plus vaste de l'équipe. C'est vraiment tout le monde. C'est les cliniciens, c'est le personnel de soutien, c'est les membres de la famille. C'est tout le monde qui a un rôle. Et vous savez, toutes les voix, euh, soyez audacieux en fait. On est tous des leaders. Et certains d'entre nous ont eu le privilège d'avoir des rôles officiels de leadership, mais il y a des rôles non officiels. Et je vais vous présenter une idée innovante. On est tous des leaders parce qu'on est tous les PDG de nous-mêmes. Donc, il faut vraiment devenir des leaders. Il faut être audacieux et avoir les conversations qu'il faut avoir. Et je vais fermer avec ça. Et cette diapositive, elle résonne avec moi pour de nombreuses idées. Tout d'abord, je prends une citation de Rafiki du Roi Lion. Le passé, c'est douloureux, mais à mon sens, on peut soit en fuir, soit tout en apprendre. Il s'agit de ça. On peut ignorer cela ou on peut vraiment l'affronter avec les yeux ouverts et en apprendre. Alors, moi, ce que je veux, c'est juste souligner cette photo. Ça, c'est, je vais vous présenter Al et la famille, le membre de famille dans le projet qu'on a fait. On continue à avancer sur ce projet. Elle s'appelait Adèle et Al était le mari d'Adèle. Et vous savez, cette image représente un moment quand nos intentions pouvaient être au bon endroit dans le foyer à long terme et il s'agitait notre intention, c'était d'éviter les préjudices. Cependant, c'était aussi un moment où nous le faisions en utilisant trop de médicaments, des, et on utilisait aussi des contraintes. On pensait que c'était pour le bien de Al. Et ça, cette photo, c'était un moment dont Adèle parle souvent. C'était quand Al est revenu vers elle, quand elle s'est battue pour changement des soins sans antipsychotiques et la différence que cela a fait. Il y avait Al assis en souriant. Et je pense, enfin, je reviens souvent à cette image, à cette photo. Et, euh, et en fait, ça me brise encore. Et c'est vraiment la manière dont on travaille et les personnes avec lesquelles on travaille. Et c'est du travail, c'est dur. Et si c'est pas dur, c'est pas le bon travail. Donc il faut vraiment approfondir le travail. Et ça va vraiment faire la différence. Et je vous présente un défi, je vous demande d'être courageux, d'y aller et de lancer les conversations, de poser les questions difficiles, d'être ouvert, d'être curieux, d'écouter les mots difficiles, les paroles qui vont vous blesser, mais c'est pour le mieux. Et sachez que si cela vous inquiète, eh bien, moi, je vous demande de vous regarder dans la glace et de vous poser ces questions et d'avoir d'abord une conversation avec vous-même. Parce que vous savez quoi? Vous avez une histoire avec vous-même et ça va vous aider à construire et à commencer avec les autres. Et avec ça, eh bien, je vais m'arrêter et je vais vous remercier. Je vous souhaite le meilleur dans votre parcours. C'est vraiment un voyage. Nous avons passé des années à subir des préjudices et ça va pas changer d'un jour à l'autre, mais je vous assure qu'il n'y a pas de meilleur moment pour commencer.
Donc, merci. Eh bien, je voudrais te remercier énormément, Christina, de partager ton histoire avec nous. Je vois tous les applaudissements et tous les cœurs qui répondent à ce message tellement senti. Et maintenant, je voudrais prendre une minute pour partager cette initiative Connex que notre équipe partage. Tous les messages que je vous envoie, ou des messages de Christine, si vous en parlez, et si cela vous intéresse d'apprendre davantage ou de commencer votre propre parcours, nous acceptons vos candidatures pour participer à cette série. Donc, voici un lien que je partage dans le clavardage. Si ça vous intéresse, je vous invite à le visiter. Nous aimerions que vous participiez à ce parcours. À Johanna maintenant. Merci beaucoup à Anne et à Christina. C'était vraiment une présentation merveilleuse. Je pense qu'on va passer à la diapositive suivante et passer à la séance, la session de questions-réponses. Donc, je vais demander à Anne et à Christina et aussi à Julie de venir et on va répondre aux questions des personnes qui vont se trouver dans la boîte de questions-réponses. Et la première question, en fait, c'est moi qui la pose. Je pense que toute la présentation était merveilleuse. C'était vraiment incroyable de voir dans le contexte, Christina, comment vous avez utilisé cela dans les foyers et en pensant à ceci de ne pas rendre la sécurité une question de mode et reconnaître que souvent ce travail se fait dans notre bureau. Eh bien, euh, je voudrais savoir quelles sont les manières clés pour transformer la culture de sécurité plutôt une norme dans notre manière de travailler et avoir plus un temps plus cohérent pour que les personnes travaillent aux améliorations, pour s'assurer qu'il ne s'agisse pas de quelque chose qui a lieu à côté de notre bureau, ou plutôt comme une mode sur laquelle on réagit lorsqu'on a le temps. Eh bien, je vais plutôt vous poser une autre question et dire, je sens que j'ai eu beaucoup de leçons de leadership tout au long de mon parcours et j'ai toujours appris d'une manière difficile. Et je dirais que si nous pensons à ce que Anne nous a dit, on semble toujours trouver le temps d'avoir des conversations sur le passé et on sait qu'on doit avoir le temps pour cela. Mais et si on pouvait avoir les mêmes conversations d'une manière un peu différente sur créer la sécurité, mais ça voudrait dire qu'on ne va pas voir le préjudice avoir lieu parce qu'on l'a anticipé. Je pense qu'alors on se pose tout le temps des questions, mais les poser de manière différente et être curieux et plus ouvert et donc quand j'étais là-bas, j'ai pas vraiment fait ça, mais j'ai appris à poser des questions un peu différemment. Donc, je pense qu'il faut vraiment intégrer ça dans le travail et je pense que c'est difficile et il faut être intentionnel jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Merci, oui, j'adore ça. Je pense qu'il s'agit plutôt ça, de changer de mentalité. Je vois qu'il y a d'autres questions. Anne, quelles sont les premières trois choses que les organisations peuvent faire app- pour tester la sécurité pour tous? J'espère que ce sera
une manière de lancer une culture où la sécurité sera la norme. Oui, ben, je pense que c'est difficile de s'arrêter sur trois choses, mais je dirais que commencer par une conversation et se centrer sur la sécurité. Je sais qu'on a tous fait beaucoup de progrès quand on parle de les soins de santé. Il y a quand même toujours cette tendance de parler de la sécurité. On n'est pas transparent avec notre personnel et avec nos résidents et nos patients et avec nos partenaires de soins. Et parfois, on fait du mal aux autres alors qu'on essaye de fournir des soins. Alors, je pense que numéro un, il faut créer cet espace où les personnes se sentent en sécurité et avoir ces conversations. C'est une statistique que j'ai partagée tout à l'heure, que juste 20% du personnel des soins de santé enquêtés, cela inclut les personnes qui travaillent aux hôpitaux et aux soins de longue durée et de courte durée, se sentent en sécurité. Donc ça, c'est 80% du personnel qui ont participé au sondage qui ne parlent pas lorsqu'ils voient quelque chose qui pourrait potentiellement être préjudiciel ou nuire à la santé de quelqu'un. Et comme Christina l'a dit, vous allez obtenir un silence radio, mais il faut être persistant et persévérant et continuer à poser des questions et rester curieux. Et éventuellement, ça va changer la donne et les personnes vont commencer à parler. Il y aura tellement d'informations que vous ne saurez pas quoi faire. Donc voilà, c'est ça. Mais Christina, qu'est-ce que tu dirais? Oui, je pense que c'est exactement ça. Il y a beaucoup dans ça. Et il faut juste commencer à poser des questions. C'est tout ce que je peux dire. C'est lancer la conversation, commencer à parler, à marcher dans les couloirs avec quelqu'un et partager ce qu'on a fait, demander: «Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui?» Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que vous êtes senti en sécurité aujourd'hui? Et je dirais autre chose, hein, que je voulais dire, quelque chose qui a vraiment résonné avec moi. Combien de fois est-ce qu'on a entendu les personnes dire: «Ah ouais, je savais que ça allait se passer. Ah, je m'attendais à ça. Ah, ouais, ça, c'était inévitable.» Et je pense alors, maintenant, oh là là, est-ce que vous imaginez la puissance si on avait eu ça à ce moment-là et si on avait entendu ça? Alors, chaque fois que vous entendez, ah ouais, ah, je m'y attendais, ah, il faut essayer d'avoir ça. Enfin, il faut, je sais pas, c'est difficile de le dire, mais c'est difficile à décrire. Je peux juste vous le dire, c'est dur, mais il faut être audacieux. Merci de ces réflexions. Je pense que de la boîte du clavardage, les gens ont vraiment obtenu énormément de cette présentation. Donc, merci beaucoup d'être là. Est-ce qu'on pourrait revoir les diapositives sur l'écran parce qu'il nous reste juste deux petites choses pour conclure. Je pense que les voilà. Ouais, voilà. Alors, à nouveau, merci énormément à nos oratrices aujourd'hui et aux producteurs qui sont dans les coulisses. Et je voulais juste vous faire un petit rappel, si vous faites partie d'une équipe de soins de longue durée, eh bien, le prochain prix sera celui d'impact qui est maintenant ouvert pour les candidatures d'ici le 9 janvier 2026. Et c'est là où vous allez, c'est le dernier. Donc, si vous êtes un participant inscrit au programme, diapositive suivante. Et finalement, je voudrais tout simplement remercier tous les participants qui nous ont accompagnés dans ce parcours. C'est en fait notre dernier webinaire pour cette série de webinaires.
d'impulser le changement. C'est la fin pour nous. Nous espérons que vous avez tous vraiment profité de ces séries cette année. J'espère que vous allez continuer avec ce travail dans les foyers et que vous allez continuer à utiliser les connaissances obtenues dans ces webinaires. Tous les enregistrements de ces séries sont disponibles sur notre site web et notre chaîne YouTube. Donc, nous vous prions de continuer à les regarder et à retrouver les informations qui ont été partagées ici. Merci d'avoir participé aujourd'hui et vous pouvez continuer à recevoir notre bulletin informatif que vous pouvez trouver sur notre site web. Vous pouvez aussi nous envoyer des mails si vous avez des questions et l'enregistrement de cette session sera aussi disponible en ligne. Avant de partir, nous aimerions recevoir un feedback de retour de votre part. Si cette session a été utile pour vous, nous vous prions de prendre une petite minute pour répondre à ce sondage qui est présent sur votre écran. Les questions sont les suivantes. Est-ce que ce webinaire vous a fourni des informations importantes, utiles pour vous? Est-ce que vous allez partager avec d'autres personnes? Est-ce que est-ce que vous en savez plus que ce que vous saviez auparavant de participer à ce webinaire? Et puis quel est votre genre? Sachez que la question sur le genre est facultative. Merci à nouveau d'avoir participé et c'est tout pour le webinaire de la série UAA, Impulser le changement. Nous espérons que vous aurez une très belle journée, fin de journée.